Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Si vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel et Espace, nous vous offrons 20% de réduction sur votre premier abonnement papier, premium ou numérique au magazine, avec le code Callisto. Vous recevrez Ciel et Espace tous les 2 mois, directement chez vous, et avec la formule premium et numérique, vous aurez accès à la version en ligne, ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros. Bonjour, tout d'abord merci de m'accueillir ce matin pour vous présenter ces très belles images que j'ai eu le privilège de produire pour la mission Euclide. Et je voulais commencer, c'est un honneur particulier en plus de suivre, juste après cet hommage à Hubert Reeves, parce que je ne suis pas certain que je serais ici à vous parler sans Hubert, qui m'avait inspiré dans les années 80, j'étais encore un adolescent. Et donc il y avait ce livre que Alain vient de mentionner, qui était sorti en 81, donc j'ai découvert un peu plus tard, mais qui m'a vraiment donné ce contexte de mieux comprendre tout ce que j'apprenais à l'école. Il y avait tout ce niveau de connaissances, mais là ça cristallisait l'ensemble de ces connaissances dans une direction donnée. Mais j'avais noté en particulier dans les pages de fin de cette édition, vous aviez des images, et donc j'adorais cette cristallisation de son dialogue sur l'esthétique de l'univers. Hein. Donc ça c'est un premier point. Et la deuxième personne à qui je dois beaucoup, je pense, c'est David Malin, qui était à l'époque où il n'y avait pas encore ces grands détecteurs numériques, comme je vais vous en parler, avait fait avec des grandes plaques photo qui faisaient près de 30 sur 30 cm, hein, c'était des grands formats, sur un télescope de 4 mètres, donc vous aviez une grande sensibilité. Il avait fait ces photos qu'on a vues énormément dans la presse, dans les pages de Ciel et Espace, par exemple, au début, et c'est vraiment ces images qui m'ont influencé. Sans doute plus tôt, hein, j'étais sans doute encore au primaire quand j'ai vu certaines des images qui m'ont intrigué, juste en termes d'esthétique, qu'est-ce que c'était tout ça. Voilà, c'est David Malin. Et enfin, Ciel et Espace, que mes parents m'avaient offert à l'approche de la comète de Halley en 85, et ça a été vraiment un déclic également à ce moment-là. Et notamment dans les pages de Ciel et Espace, au centre, vous avez des pages couleurs, et donc il y avait Serge Brunier, qui était le photographe assigné pour les missions sur les observatoires, qui avait fait ce très beau reportage sur le grand télescope français à Hawaï, c'est le CFHT. Et donc là, moi, ça m'avait vraiment inspiré, parce que autant Hubert Reeves donnait un cadre, une direction de cadre d'études, et que David Malin proposait quelque chose qui était sur comment ça, cristalliser ça dans une direction donnée qui était l'imagerie, etc. Avec Serge, ça a été vraiment, il a donné qu'il y avait un sens d'aventure à la science, en étant loin sur ce télescope, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai travaillé très dur, je suis parti vivre 20 ans à Hawaï. Voilà, vous aurez ça vous donne un contexte par rapport à ce dont je vous parlais par la suite. Alors, abordons Euclide. Un peu de contexte, je pense, c'est important sur où se positionne Euclide sur l'ensemble des missions de l'Agence spatiale européenne. L'Agence spatiale européenne, c'est une très très grosse structure. Il y a près de 15% de ses activités en termes de budget qui vont sur la recherche fondamentale en termes de missions spatiales. Là, vous avez la gamme complète qui couvre de nombreuses décennies en termes de télescopes spatiaux qui ont été mis ou en orbite basse ou bien très loin comme Euclide au point de Lagrange 2 actuellement. Là, ce que je veux juste signaler, c'est qu'à travers ce spectre électromagnétique complet, Euclide, on est vraiment une toute petite partie, il faut garder ça à l'esprit, et on est dans le domaine optique infrarouge. Donc, le télescope spatial Euclide est une mission dédiée à l'étude de l'univers sombre. Donc, si on vous posait la question à un physicien actuel, quel est le plus grand problème, la plus grande question de la physique contemporaine, c'est la compréhension de cet univers sombre, savoir l'énergie sombre et la matière noire, et la matière sombre. Et donc, Euclide a été pensé comme une mission spatiale dédiée à l'étude de cette problématique. Il va faire beaucoup d'autres choses, mais c'est vraiment ce qui reste sa finalité. Alors, quand vous faites ce genre de mission, le budget, c'est l'ordre de 1,3 milliard d'euros, étalé sur 30 ans. Et tout ça, il faut que ça vienne avec un grand soutien de la communauté astrophysique internationale, littéralement, principalement européenne, évidemment, et principalement française. C'est le cas, il y a toute une finalité d'expertise qui a été développée au fil des décennies sur ces thématiques, en termes tant instrumentales que scientifiques, qui ont amené naturellement les missions Euclide. Et la France est le plus grand contributeur en termes de financement et de matériaux pour la mission. Et donc, c'est pour ça que le lead de la mission est français, c'est Yannick Mélier,
de l'Institut d'astrophysique de Paris. Mais vous voyez que ça fait beaucoup de gens, et c'est un gros système. Néanmoins, parmi ces 2000 scientifiques, c'est un peu comme moi, on fait de l'astrophysique, c'est pas vraiment de la cosmologie, parce que Euclide, il capture beaucoup de choses, comme je vais vous le montrer dans ces images, et c'est ça qui intéresse beaucoup la majorité de ce grand groupe dont j'ai l'honneur de faire partie. Donc, construction, lancement, première image. Je vous fais un résumé de 20 ans juste en 3 images. Donc là, j'ai eu la chance de voir de mes yeux, j'ai pris cette photo sur la gauche de Euclide à Thalès à Cannes, avec un avant-plan à Giuseppe Racca, qui était le project manager, qui regardait avec grande fierté sa création, là. Et donc là, c'était au bout de 20 ans de construction. Vous définissez un projet, ensuite vous êtes financé, puis ensuite vous avez 10 ans de construction, il y a des retards, etc., etc. On était censé lancer sur une Soyuz depuis Kourou, et des problèmes géopolitiques nous ont fait basculer sur la Falcon 9 de SpaceX, tout s'est très bien passé. Et puis donc, quelques mois plus tard, on a eu les premières images dont je vais vous parler. Alors, comme on a une finalité très précise sur la science à mener avec Euclide, le télescope a été conçu du début à la fin pour répondre aux besoins de cette science. Et donc, il y a le concept optique même du télescope, et je vous expliquerai un peu de quoi il retourne par la suite, est vraiment concentré. Si vous avez ce qu'on appelle des aspects critiques à la mission, en termes de qualité optique, qui ont fait que ce télescope ressemble à ce qu'il est pour cette raison particulière. Voilà, donc là, je vous montre juste le squelette un peu du télescope. Donc moi, ça a été un véritable honneur, pareil, de suivre au travers de ces 10 ans, quand je suis rentré il y a 10 ans d'Hawaï, vraiment d'être impliqué auprès des ingénieurs de l'ESA. Et on a vu petit à petit la mission qui s'affinait pour arriver au produit final. Donc, c'est un télescope qui voit large, c'est sa grande finalité, c'est contrairement à Hubble ou le James Webb, qui ont leur propre finalité, mais qui ont des champs de vue relativement réduits en termes de télescopes de type comparable, en termes de longueur d'onde optique infrarouge. Euclide voit très large. Donc vous avez 2 grandes caméras panoramiques qui voient l'univers dans l'optique et le proche infrarouge. Donc comme je vous le montrais, ça fait de la belle science, mais ça fait de fait de très belles images du cosmos, parce que vous avez beaucoup de pixels, vous avez une très belle résolution, et vous avez une grande gamme de longueur d'onde qui vous donne une grande diversité de couleurs. Et donc ça fait des belles images. Il ne faut pas oublier qu'il y a un mode spectrographe, et ce n'est pas ma spécialité, mais vous verrez, c'est un élément critique des données qu'on obtient. Là, sur la gauche, là, vous avez le canal optique, ce qu'on appelle le VIS, la caméra optique de 660 mégapixels, qui est intégré au CEA. Au centre, c'est le détecteur infrarouge, donc il y en a 64 mégapixels, qui fait, c'est une technologie très difficile, très onéreuse, mais néanmoins, ensemble, ces deux-là, c'est totalement inédit dans l'espace d'avoir ce genre d'instrument. Et sur la droite, vous voyez l'ensemble intégré dans la plateforme instrumentale qui est donc au foyer du télescope. Vous avez une échelle humaine qui vous donne une idée. Donc globalement, le télescope fait à peu près 5 mètres de hauteur. Cette plateforme fait 2,5 mètres de diamètre, je crois. Voilà, l'instrument. Alors, en quelques chiffres, donc le miroir primaire, ça ne paraît pas impressionnant, il fait juste 1,2 mètre de diamètre, mais dans l'espace, 1,2 mètre de diamètre, ça va très loin. Donc on a un champ de vue de 0,5 degrés carrés, qui fait à peu près 2 fois après la surface de la pleine Lune. Serge Brunier m'a donné une de ces belles photos de la pleine Lune pour vous illustrer ce que ça veut dire en termes de pointer une image brute de notre télescope. Et donc on a une résolution, donc un pouvoir de résolution angulaire de 0,14 sur le ciel, sur la mosaïque de 610 mégapixels. Donc cet appareil, sa finalité, c'est de mesurer la forme très précise de galaxies très lointaines. Donc il y en a à peu près, au terme de 6 ans de la mission, on en aura à peu près 1,5 milliard. Et donc sur ces 1,5 milliard de galaxies, on va être capable de mesurer l'ellipticité, ce genre de choses qui vont par la suite permettre de dériver les contraintes sur la matière noire et l'énergie sombre. Alors, je ne suis pas là pour vous parler de ces aspects aujourd'hui, c'est encore trop prématuré. Et ensuite, comme il nous fallait estimer la distance de ces objets, on va à travers une technique qu'on appelle les décalages spectrophotométriques. Et donc là, il vous faut les couleurs en fait, des galaxies pour évaluer, même assez grossièrement, mais au moins évaluer la distance relative de ces galaxies. Et donc c'est pour ça qu'on a un canal infrarouge dans Euclide. Et là, comme vous ne faites que de la photométrie, vous n'êtes pas intéressé par la mesure de forme, dans ce cas-là, vous avez une résolution qui est 3 fois moindre.
Et c'est pour ça que vous avez une caméra qui fait 600 mégapixels et l'autre qui fait que 64, à peu près le dixième. C'est parce qu'il y a un est principalement une mesure de forme et l'autre est principalement une mesure de flux. Alors, il y a également le spectrographe, il ne faut pas l'oublier, lui qui va également compléter en termes de sonde de la matière noire, de l'énergie sombre, la partie en termes d'ondes acoustiques baryoniques qui vous définissent la distance particulière entre les galaxies. Donc tout ça, en termes de mission, Euclide est censé être autonome pour répondre à ces questions fondamentales de la cosmologie contemporaine. Donc là, on est vraiment entré depuis quelques temps maintenant dans ce qu'on appelle la cosmologie de précision. Donc vous ne faites plus de la science avec une galaxie ou 100 galaxies, mais non, il nous en faut plusieurs milliards pour arriver à des statistiques qui ont du sens et qui vous permettent de réduire et réduire et réduire encore vos barres d'erreur et définir un peu mieux ce qu'on appelle nos paramètres cosmologiques qui définissent un peu la manière dont l'univers a évolué depuis le début jusqu'à nos jours. Voilà, donc Euclide a été lancé et présent à Lagrange 2 pour une durée de 6 ans pour la mission principale. Je vais vous donner quelques détails. Et tout s'est tellement bien passé au niveau du lancement, des opérations, que la durée de vie est de l'ordre de 12 ans présent, un peu plus de 12 ans. Donc tout ça pour dire que les images que vous présentez, là, habituez-vous, parce que Euclide va être sur le paysage de l'astro pendant encore au moins une décennie. Voilà, alors là c'est un peu ce que j'illustrais, c'est dans le sens où Euclide va être typiquement sonder l'univers jusqu'à 10 milliards en années en distance, en âge. Mais quand vous faites ça, comme c'est un grand panier à lumière, c'est ces grandes caméras panoramiques, il attrape absolument tout sur son passage. Donc vous avez le milieu interstellaire de notre galaxie, les étoiles de notre galaxie, les galaxies proches, etc. etc. C'est pour ça que les données, quand vous les recevez, elles sont extraordinairement riches. On ne se concentre pas au niveau de la science de la mission sur uniquement ces petites galaxies qui sont très distantes. Voilà, donc ça c'est le contexte. Alors, où est-ce qu'on regarde? Donc, moi, je vous parle un peu du travail que j'ai fait dans le cadre de la mission. Donc, j'avais en charge, en tant qu'astronome, de définir les zones qui sont compatibles avec cette science. C'est-à-dire que quand vous regardez le ciel complet, ça, c'est une projection elliptique du ciel complet. Vous êtes familier avec ça. Donc, vous avez le plan de la galaxie. J'ai représenté également les poussières, donc le milieu interstellaire de notre propre galaxie qui donc dépasse, etc. Donc, on sait principalement que ces cirrus galactiques, etc., sont dans le voisinage relativement proche, mais ils nous gênent. Donc on le voit à l'image, c'est que vous avez des zones plus sombres que les autres. Donc vous avez une galaxie qui bloque la vue de l'univers lointain, donc vous tâchez de ne pas regarder à travers notre galaxie. Vous avez ensuite du milieu interstellaire qui vous atténue votre signal, donc il faut éviter ces zones également. Et enfin, on vit dans un système planétaire où nous avons un grand nuage qu'on appelle le nuage de l'écliptique, ou le plan de l'écliptique, qui sont des poussières qui sont sans doute liées à des résidus de collision d'astéroïdes et qui diffusent la lumière du Soleil. Donc même dans l'espace, le ciel n'est pas noir. Donc, même à 1,5 million de kilomètres de la Terre, le ciel garde, c'est-à-dire votre lumière ambiante, entre guillemets un ciel, est brillant. Il est aussi bas qu'il peut l'être, mais à défaut d'amener le télescope vraiment excessivement loin, c'est le ciel le plus sombre auquel on puisse avoir accès avec nos télescopes. Et donc ça dessine cette bande lumineuse que vous voyez qui croise, parce que forcément le plan de l'écliptique de notre système solaire n'est pas aligné avec le plan de la galaxie. Et donc il vous reste ces 4 zones principales que vous voyez, et donc c'est là qu'on va observer. Donc là je vous montre en bleu, la zone qui sera observée au bout de 6 ans. Il nous reviendra plus tard partiellement. Et en jaune, ce sont les zones plus profondes, sur lesquelles on va revisiter beaucoup plus fréquemment, lors de 40 fois plus fréquemment, et qui vont permettre d'étalonner l'ensemble. Et donc c'est ce qu'on appelle, de fait, les champs très profonds d'Euclide, qui eux-mêmes vont ouvrir une autre fenêtre, parce qu'on va pouvoir aller voir plus loin dans l'univers, ou plus faiblement, etc. Et donc il y a tous ces éléments, on ne jette rien dans Euclide. Tout ce qu'on collecte va servir à faire une science, quelle qu'elle soit. Alors, néanmoins, comme je vous le disais, c'est un travail de longue haleine. Si on a indiqué que la mission allait prendre 6 ans, c'est que ça va vraiment prendre 6 ans pour collecter ces 1,5 milliard de galaxies. Et donc, néanmoins, l'ESA, qui a financé majoritairement cette mission, se préoccupe de s'assurer que le contribuable européen est heureux de voir que bon usage est fait des fonds qui lui sont confiés. Et donc il y avait ce désir au niveau de la direction de l'ESA de montrer très très tôt dans le cycle de vie du télescope une preuve que le télescope fonctionne bien, que c'est un succès, etc.
Donc ainsi est née l'idée de faire, c'était avant le lancement, à peu près, 1 an avant le lancement, de lancer un programme d'observation qui prendrait très peu de temps et qui serait pendant la phase qu'on appelle la phase de qualification du télescope. Vous le lancez, vous l'amenez à L2. Avant de commencer votre vrai programme scientifique, vous vous assurez que tout fonctionne bien. Et donc pendant cette phase technique, on avait alloué 1 ou 2 jours pour aller faire des jolies cibles du ciel. Et donc là cette illustration, c'est une illustration de l'univers sur une échelle logarithmique. Et quand vous regardez le champ de vue, donc je vous ai dit à peu près 2 fois la taille de la pleine Lune, si vous regardez la taille d'un objet qui remplit raisonnablement bien le champ de vue de Euclide, ben en fait, ça vous limite ou à des nébuleuses de notre galaxie, hein, sachant que les planètes seraient beaucoup trop petites, elles rempliraient que quelques pixels sur nos instruments, donc ce n'est pas intéressant. Et si vous allez vraiment au-delà, vous avez les grandes structures que j'ai représentées sur cette illustration de M. Boudassi sur la droite et la gauche, c'est les grandes structures, mais là, de nouveau, ça va prendre du temps pour avoir des choses qui visuellement sont captivantes. Et donc, il vous reste dans cette échelle de l'univers ou la galaxie, notre galaxie, des objets de notre galaxie, ou l'univers proche. Et donc, ainsi est né le programme des premières observations d'Euclide. Donc, ces 24 heures ont été allouées en octobre, je crois, ouais, c'était septembre-octobre, et en novembre, donc j'avais été en charge pour l'Agence spatiale européenne de produire ces images. Et là, je regardais hier, là, ça fait déjà un an qu'on a libéré ces images auprès du grand public avec un élément qui était vraiment nouveau en termes d'image et de nouveauté en termes de télescope, etc. Et la question, c'était, est-ce que ça marche? Est-ce que le public va être intéressé? Les nouvelles n'étaient pas très, très brillantes dans le monde. Les gens s'inquiétaient. Est-ce qu'on va réussir à captiver? Et donc là, ils font ces études statistiques sur ce qu'on appelle le taux d'exposition. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, en haut à droite, là, vous voyez une image qu'un collègue japonais nous a expédié. Vous avez des écrans TV dans les bus au Japon. Et donc, si vous êtes à l'heure de pointe, par exemple, vous avez 80 personnes dans votre bus et que quelqu'un accroche de l'œil qu'il y a une galaxie à l'écran, ça compte comme taux d'exposition. La personne ne va pas forcément savoir que c'est Euclide, etc., etc. Mais donc, ça vous donne un ordre de grandeur, sachant que ça a été énormément repris dans la presse au fil du temps. Et donc, le taux d'exposition qui était obtenu au bout de, je crois que c'était 3 semaines, c'est de l'ordre de 2 milliards de personnes, ce qui était très satisfaisant. Et ce qui nous a beaucoup plu dans cet effort, c'est que ce n'était pas juste des images qu'on avait libérées. On avait pu, en même temps, comme je le fais aujourd'hui, présenter des publics un peu plus complexes sur de la finalité de la mission Euclide, sur l'univers sombre, en l'occurrence. Et ça avait été bien repris par les journalistes. Il y avait toujours cet écho qui était fait. Ce n'est pas juste un beau télescope qui marche bien, c'est un beau télescope qui va faire de la belle science. Voilà, donc on essaie de continuer à faire perdurer ces aspects depuis. Voilà, puis ensuite, au fil des mois, maintenant ça fait presque 1 an, on voit ces images qui font surface un peu partout, c'est très appréciable. Je vais le dire plus d'une fois pendant cette présentation. Si vous allez sur les pages web de l'ESA, vous trouverez toutes ces images que je vais vous montrer en haute résolution. Donc si vous voulez voir sur vos écrans préférés, n'hésitez pas. Alors, néanmoins, les données qui arrivent en direct de l'espace, ce ne sont pas, comme vous pouvez imaginer, voilà, l'image, par exemple, de gauche, l'image du canal visible de la tête de cheval que vous avez vu dans ma toute première slide. On est très très loin du rendu final. Et donc, notamment, ce qui était vraiment nouveau pour moi, qui était un astronome sol, ayant passé principalement ma carrière à Hawaï, vous ne subissez pas, par exemple, la météo spatiale, qui sont principalement ces rayons cosmiques qui bombardent vos détecteurs constamment. Ce qui est d'autant plus valide en ce moment, puisqu'on arrive au pic du cycle solaire, et donc on a vraiment même des tempêtes solaires actuellement qui littéralement empêchent Euclide d'observer. Donc on perd du temps, ça dépend vraiment du cycle, mais on attend impatiemment que l'année se passe et que finalement on arrive dans une zone un peu plus calme. Donc voilà, ça c'est pour le canal VIS. Au niveau des données brutes, au niveau infrarouge, on a d'autres problèmes autre que les rayons cosmiques, c'est le fait que comme on fait de la spectroscopie, un spectre, ça veut dire que vous allez étaler votre lumière sur un nombre plus étendu de pixels que juste la source dont il est à l'origine. Et le problème là, c'est que ces détecteurs ont un effet de mémoire, ce qu'on appelle de rémanence. Donc quand vous les exposez, il se souvient de ce qu'il a fait avant, et donc vous commencez à mélanger le signal entre toutes vos images.
Ça, c'est vraiment problématique. Et comme on fait de la spectroscopie en alternance aux images, vous vous retrouvez avec des rayures, littéralement, de la mémoire voilà. Donc une image de la tête de cheval, ça ressemblait à ça, ce qui n'est pas très encourageant. Donc il faut trouver toutes les techniques qui vont gérer ça. Donc le problème, c'est, donc lancement juillet 2023, désir de l'Agence spatiale européenne de faire un splash médiatique à l'automne, en novembre, donc quelques mois simplement. Et comme l'ensemble de la structure dont je vous ai parlé, scientifique en charge, n'avait pas du tout dans son cahier des charges de faire des belles images, en fait, ils m'ont fait appel directement pour apporter toute mon expertise, qui est exactement sur ce même type de technologie, moins avancée que ce qu'on trouve dans Euclide, mais essentiellement tout ce qu'on fait avec Euclide, je l'ai couvert au CFH, sur un télescope qui est un peu plus grand, mais qui est au sol, qui n'a pas exactement les choses, mais globalement, c'est la même problématique. Donc voilà, je suis arrivé avec mon expertise de comment maîtriser le signal, des données brutes jusqu'à la partie belles images, parce que c'est, comme je vous disais en introduction, c'est toujours resté pour moi un point important de retour vers la communauté de ce qui m'avait inspiré déjà quand j'étais enfant. Voilà, donc je suis arrivé avec ma connaissance, mon PC, je suis allé à l'ESA, et puis donc j'ai commencé à travailler sur ces données, sachant que la grande complexité, c'était l'échelle de temps très très réduite pour arriver à quelque chose d'esthétiquement intéressant. Donc là, juste quelques points pour illustrer mon propos. Donc vous avez des signatures instrumentales, là maintenant vous reconnaissez 16 détecteurs, donc c'est le canal infrarouge. Et en fonction de la longueur d'onde, les détecteurs ne répondent pas de la même façon. Donc ce genre de choses, il faut en prendre compte dans vos traitements. Ça, c'est juste un des aspects. Ensuite, comme vous avez des optiques, aussi belles soient-elles, ces optiques d'Euclide, sont extrêmement stables. On a un équilibre thermique vraiment remarquable au niveau du télescope, puisque c'est la nature même de la mission d'être extrêmement stable thermiquement, afin qu'aucune des pièces optiques n'évolue en termes de flexion, etc. Mais néanmoins, vous avez toujours un aspect de distorsion optique inhérent à tout système. Et donc ça, il faut le corriger. Donc là, c'est mon occasion de saluer mon collègue Emmanuel Bertin, qui est avec moi au CEA actuellement, qui a, au fil des temps, un peu comme moi, qui a développé toute une expertise vraiment au niveau du télescope pour amener l'image à quelque chose qui est utilisable scientifiquement, mais également esthétiquement. Emmanuel, pour sa part, avait développé toute une série pendant ces mêmes périodes d'outils pour gérer l'étalonnage de calibration des données astrophysiques. Voilà. Donc ça, Astromatic a été très très bonne. C'est pas la peine de réinventer la roue quand vous avez les outils disponibles. Et puis après, il y a ces choses-là où ça vaut le temps d'attendre, et des fois, il y a quelqu'un qui va venir avec une solution pour vous. Et donc, j'ai eu des moments de doute pendant ces quelques mois qui nous amenaient jusqu'à novembre. Et un des points qui était très compliqué, c'était cette fameuse météo spatiale avec ces rayons cosmiques. Vous avez l'image de gauche, donc vous savez à quoi ça ressemble. Et si vous tâchez de faire de la correction, ce qu'on appelle la correction de la distorsion optique, donc avec de l'astrométrie, etc., le problème, c'est que les rayons cosmiques, ils vont légèrement décaler le centre comme il y en a tellement, ça va décaler légèrement le centre de votre position de votre étoile. Et donc, vous n'allez pas pouvoir étalonner. Donc, c'est un réel blocage. Et donc là, moi, donc avec Emmanuel et Hervé Bouy également, on a cherché la solution qui est venue de la communauté du Hubble Space Telescope, qui a exactement le même problème. Et donc là, il est que toutes les méthodes récentes d'apprentissage par machine learning, de AI, on va dire, vous aviez ce qu'on appelle le DeepCR, qui grâce au fait que les détecteurs du VIS d'Euclide sont très similaires à ceux de Euclide, ou vice-versa, ça fonctionne. Donc là, en fait, vous entraînez votre système par apprentissage à apprendre ce que c'est un rayon cosmique et de remplacer l'information. Donc, ce qui s'appelle du in-painting. Il faut faire attention parce que ça ne modifie pas votre position, donc l'astrométrie, ça ne modifie pas votre flux, donc tout ce qui est photométrie. Et là, c'était vraiment remarquable. Donc essentiellement, à partir du moment où on a trouvé cette solution, en un jour, on a résolu beaucoup de problèmes pour le traitement du canal optique. Voilà, mais ensuite, vous avez des mosaïques. Comment vous créez une image contiguë du ciel? C'est ce qu'on appelle le décalage, le dithering. Donc vous allez prendre plusieurs images du même objet en décalant légèrement le télescope entre chacune des poses.
Alors vous me direz pourquoi 4 poses? Eh ben, c'est un problème de télémétrie, c'est-à-dire qu'on a une antenne Haugain qui amène l'information depuis L2 jusqu'à la Terre. On a une antenne qui connecte à Euclide tous les jours, je crois qu'elle est en Amérique du Sud, mais vous avez un débit réduit, parce que c'est quand même 600 mégapixels, ça fait quand même beaucoup, ça fait 1,2 gigapixels par image, et on en prend une tous les 10 minutes. Donc ça fait quand même du volume chaque jour, c'est des téraoctets chaque jour à transporter. Mais on ne pouvait pas prendre plus de poses que ça, c'était vraiment très très limité par rapport au dimensionnement de l'antenne depuis L2. Donc 4 poses. Mais néanmoins, si vous optimisez votre décalage entre ces 4 poses, vous êtes capable, comme vous le voyez, digitalement ensuite de recréer l'image sans cette fameuse effet comme si vous regardez un paysage à travers une fenêtre et qui vous bloque votre vue. Donc vous faites de même dans les autres canaux, et donc vous obtenez 4 images comme ça. Alors, en cours d'effort, c'était au printemps, c'était même encore au lancement, il s'avérait que, de nouveau, la chaîne de traitement officielle n'allait pas avoir le temps de se mettre de traiter les images avec des informations. C'est dans toutes ces galaxies qu'on va regarder, vous allez voir. Et donc il a fallu également que mon pipeline, qui c'était sa première finalité, hein, ma chaîne de traitement, la finalité, c'est pas juste de faire des belles images, c'est de faire des images scientifiquement exploitables. Et donc l'ESA s'est dit, est-ce qu'on pourrait le rendre également scientifiquement exploitable, de telle façon qu'on puisse également produire des articles. Et ça, c'était le deuxième effort média qui est sorti en mai, peut-être que vous avez suivi, où on a montré de nouvelles images, mais en plus, on a montré les premiers résultats à Euclide. Et il y avait 10 articles qui sont sortis à l'occasion. Voilà, donc tout ça, c'était lié à ce travail. Là, je veux souligner, il est un peu complexe ce plot, mais il y a également la fonction de production de catalogue scientifique et de contrôle qualité de l'ensemble. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans la communauté astrophysique actuellement, c'est qu'il y a très peu de gens, en fait, très peu de collègues qui passent du temps à regarder les images. C'est presque, ça m'attriste là, parce que les images sont tellement merveilleuses, mais il y a tellement un tel volume de données que vous ne pouvez plus passer le temps d'aller regarder une image, l'ensemble des pixels. Hein, il y a un volume tellement conséquent. Donc on crée ce qu'on appelle des catalogues scientifiques, et donc ensuite vous avez vos outils d'analyse sur cet ensemble. Mais ça, c'est pour me dire que moi, en tant qu'astronome, je rappelle toujours à mes collègues, prenez quand même le temps de regarder les images pour vous faire une idée d'où provient l'information que vous allez extraire, de laquelle vous allez extraire de l'information astrophysique, parce qu'il faut quand même avoir une conscience des biais, etc. Il faut quand même éviter une culture générale sur le signal astronomique ne fait de mal à personne. Et donc là, ça c'est l'article que j'ai publié donc en mai avec l'ensemble de mes collègues jusqu'à Cornerstone, la deuxième ligne, qui m'ont vraiment aidé à contribuer à cet effort. Et donc là, c'est une espèce de cookbook complet de comment on traite des images du spatial entre l'optique et l'infrarouge. Alors, revenons donc maintenant aux images. Donc vous avez eu la tête de cheval vue par Euclide. En termes de choix de couleurs, donc ça c'était important, c'est quand j'ai été approché donc par l'ESA pour faire ces images, je leur ai dit, ce qui est important, c'est que si on établisse dès le début ce qu'on va appeler la palette de couleurs. Et vous la voyez en fait tout en haut, c'est la palette que vous avez vue depuis le début, qui est dérivée naturellement des bandes spectrales qui sont observées par Euclide. Donc là je vous les montre, là, au centre, on a 4 bandes photométriques, I, Y, J, H, et donc ça va d'à peu près de 5000 angstrom à 20 000. Donc à partir de Y, vous êtes dans le proche infrarouge. Et donc l'idée, là, c'est comme on doit les rendre appréhendables par nous humains sur nos systèmes de projection, que ce soit un écran de laptop ici ou ce projecteur. Donc il va s'agir de projeter, de faire un mapping, une projection de ces couleurs vers des canaux RGB, donc rouge, vert et bleu. Et là, en l'occurrence, c'est important, il doit fondamental de garder l'ordre croissant des longueurs d'onde exactement vers le BGR, paraît logique. Et ensuite, la raison, c'est que vous devez, au sein de ces images, qui vont paraître un peu différentes, parce qu'elles sont différentes forcément en termes de tonalité de ce que fait le Webb ou le Hubble, néanmoins, il faut que la réalité physique, astrophysique de l'objet que vous observez soit réaliste. Donc une étoile chaude doit rester toujours dans des teintes bleues, etc. Et si vous avez une raie d'émission, par exemple, comme c'est dans H-alpha, comme le H-alpha, il va tomber dans le canal VIS, et qui lui se retrouve dans le canal bleu, parce que c'est le canal avec les longueurs d'onde les plus basses de Euclide, et bien le H-alpha, il va se retrouver à être bleu dans les images de Euclide.
Donc il y a un décalage, on n'est plus dans un régime où les couleurs ne peuvent pas être dites, ce n'est pas les couleurs réelles, mais elles sont, d'un point de vue physique, d'un point de vue de la physique des astres, elles sont correctes. Et ensuite, on passe, une fois que vous avez ça, c'est comme on est dans le domaine de l'esthétique, il y a certains choix qui appartiennent aux personnes qui vont faire les images. Et donc là, je salue mon collègue Giovanni Anselmi, avec qui je travaille depuis 20 ans sur ces images du CFH et que j'ai réussi à impliquer dans cet effort pour l'ESA. Et là, le truc, c'est qu'il prend mon image originale, que vous voyez en haut à gauche, et décompose ça, et il travaille sur la réalisation de voir quel type d'informations supplémentaires en couleur on y trouve. Donc, je suis sûr, dans l'assistance, vous avez beaucoup de spécialistes qui s'amusent à faire ce genre de choses avec les outils modernes de traitement d'image. Mais néanmoins, notre intention, que ce soit avec le CFH ou Euclid, a toujours été de respecter l'image initiale. Donc on ne va pas changer, on ne va pas altérer le contenu initial de l'image, mais on va l'améliorer et rendre l'image plus engageante pour le grand public. Et ça, c'est important, parce que si vous montrez l'image initiale, c'est toujours un peu blas, hein, ça tombe un peu. Donc, ce que j'ai fait néanmoins au niveau de Euclid, parce que c'était complètement nouveau en termes de palette de couleurs, à cause du fait que quand vous prenez 3 bandes que personne n'avait vraiment fait avant, hein, parce que Hubble, c'est soit que optique ou que infrarouge, vous avez très peu d'usage systématique avec un pied dans l'optique et 2 pieds littéralement dans le proche infrarouge. Donc, ce qui fait que la palette Euclid est absolument unique. Et comme c'était nouveau, donc avec l'ESA, on a fait un petit test, audience test, une dizaine de personnes. Et donc, je leur ai dit, bah, voilà, je peux mettre un peu plus de ça, comme ça, qu'est-ce qui vous plaît? Et puis, au final, tout le monde était d'accord. Par exemple, pour la tête de cheval, c'était celle-là. Donc ça m'a permis de bien étalonner, en fait, jusqu'où on peut pousser certains contrastes ou de balance de couleurs, sachant que néanmoins, les images que vous voyez ressemblent excessivement, sont toujours très proches de l'image initiale. Alors, voici les 17 cibles qu'on a observées pendant ces 24 à 48 heures de temps spécial, belles images et sciences premières avec Euclid il y a 1 an à peu près déjà. Alors, de nouveau, et je vais mentionner quelques-uns des thèmes scientifiques, mais l'idée de l'ESA, c'était montrons que le télescope marche fantastiquement bien et qu'il est capable de faire de la science, qui en plus est très pertinente, parce que c'est ça la clé avec un télescope comme Euclid, c'est tellement nouveau comme moyen d'observation, ces caméras panoramiques, les longueurs d'onde, etc. Tout ça, c'est vraiment tellement nouveau que où que vous regardiez, ou quel objet que vous regardiez, vous allez forcément faire quelque chose, une nouvelle découverte. C'est comme quand Hubble est arrivé, ou le web est arrivé. C'est tellement des objets tellement révolutionnaires en termes de capacité d'observer l'univers que vous allez voir des choses nouvelles. Et effectivement. Voilà. Et donc là, on va partir sur la collection d'images. Donc toutes celles-là qui ont été diffusées ou en novembre 23 ou en mai 24. Et donc je vous montre l'image. Et ensuite, on va jouer le petit jeu de faire un zoom dedans, vous allez voir. Donc là, c'est Messier 78, donc c'est une zone de formation d'étoiles. Elle est très inhabituelle dans ce format, parce que vous la voyez littéralement en 3 dimensions sur l'écran. Et là, la raison, c'est que quand vous regardez le contenu donc des couleurs Euclid, le canal rouge correspond à la bande H. Et dans la bande H, quand vous observez un nuage moléculaire, ben vous avez du gaz et des poussières qui sont mélangées à ce gaz. Et vous avez un environnement stellaire qui émet de la lumière, donc cette lumière va être ou absorbée ou réfléchie. Dans le cas de la bande H, vous avez des grains qui sont d'une taille un peu supérieure à la taille de la longueur d'onde en question, qui fait qu'en fait, ça réfléchit la lumière. Donc, littéralement, vous voyez les nuages en 3 dimensions, parce qu'effectivement, ils réfléchissent la lumière plutôt que dans l'optique où ils l'auraient absorbée. Donc, Messier 78, on a l'habitude en général de le voir en négatif, avec ces nuages qui bloquent plutôt la lumière. Et ensuite, je vous parlais de H-alpha, donc c'est la raie d'émission de l'hydrogène, qui est typiquement en optique et tombe dans le rouge, autour de 600 nanomètres. Mais là, comme on l'attrape dans le canal bleu, ben, elle se retrouve dans le bleu. Donc c'est pour ça que vous voyez cette teinte bleue dans les zones les plus intenses de formation d'étoiles. Voilà. Alors, voilà le petit jeu pour les images qui vont suivre.
Alors, on vient de me dire que le projecteur, c'est un 2K, c'est pas un 4K, mais imaginez, hein, si vous avez un écran 4K chez vous, récupérez les images, certaines des images sur le site de l'ESA, mais si vous aviez un écran 4K, pour représenter chaque pixel de l'image Euclide, il aurait cette taille sur cette image Euclide. Donc, au final, ça veut dire que 1,4%, c'est à peu près 75 écrans 4K seraient nécessaires pour vraiment montrer cette image à pleine résolution. Ou alors 280 projecteurs comme celui-ci, pour juste un pointé Euclide, sachant qu'on va en faire 23 000 au bout de 6 ans. Ça vous donne un ordre de grandeur de la mosaïque. Et donc voilà, là vous avez le zoom sur la zone à 1 pixel, donc imaginez ça, 1 pixel à l'écran, ça correspond à 1 pixel de votre écran 4K. Et ça vous donne une image, ça vous illustre bien la capacité en résolution et en profondeur de ce nouveau télescope. Donc là, en l'occurrence, c'est l'équipe d'Eduardo Martin qui était intéressée par des planètes flottantes. Donc on regarde dans le processus de formation des étoiles, vous avez une grande diversité de masses d'étoiles qui sont créées, mais également des étoiles trop faibles pour être des étoiles, qui sont des planètes, donc de l'ordre de 3 à 4 masses solaires, et qui peuvent devenir itinérantes, littéralement errantes dans le milieu interstellaire. Et celles-là, elles peuvent être détectées parce qu'elles sont encore suffisamment chaudes par rapport à la période de formation pour qu'on puisse les détecter avec les canaux infrarouges de Euclide. Donc c'est pour ça que cette équipe avait soumis plusieurs cibles dans des zones de formation d'étoiles. Donc voilà, la fameuse nébuleuse de la tête de cheval. Donc là, de nouveau, comme je vous l'expliquais, le grain de la poussière fait qu'on le voit en 3 dimensions, ce qui était original. Et vous voyez également le ciel est bleu. Et parce que c'est l'ionisation de l'hydrogène ambiant par une étoile qui est un peu au-dessus. Il y a également des vents stellaires qui sculptent le gaz moléculaire. On voit des grandes rayures qui sont réelles. Donc là, vous avez un ensemble de phénomènes astrophysiques qui peuvent être expliqués en juste regardant cette image. Et donc voilà, on zoome sur 1,4% de cette image. Et là, on arrive sur le fil conducteur que nous avions utilisé il y a 1 an quand ces images sont sorties. C'est-à-dire que ce qui intéresse Euclide, finalement, sa première mission, ce sont ces fameuses galaxies de champ. Alors, on ne va pas les regarder à travers une zone de formation d'étoiles, parce que ce n'est pas optimal, mais néanmoins, la sensibilité est telle, c'est qu'on les voit. Là, vous regardez, tout ce qui n'est pas un petit point est une galaxie, sauf que vous le voyez en arrière-plan de cette nébuleuse. Et donc, ça a été notre fil conducteur. Je vais vous repointer ça dans les images suivantes. À chaque fois qu'on a montré, il y a 1 an, une image du champ complet d'Euclide, on dit « Ah, regardez dans ce petit coin, vous voyez, là, on voit des galaxies, c'est ça qui va constituer notre échantillon de 1,5 milliard de galaxies au final. » Alors ça, c'était deux nébuleuses dans notre Voie lactée, dans notre galaxie. Et donc l'idée qu'on avait développée avec l'ESA, c'est que dans les programmes sélectionnés pour mener cette première science Euclide, on allait observer, on allait illustrer les échelles de l'univers. Donc on allait partir proche de la galaxie, puis ensuite s'éloigner de plus en plus, afin d'avoir un petit bestiaire intéressant, et on y reviendra à la fin de cette présentation. Donc on reste dans notre galaxie, cette fois-ci on est dans le halo extérieur, on est passé de 1500 années-lumière, ça c'était pour 1078 et la tête de cheval, et là on est à peu près à 6000 années-lumière, je pense, dans le halo. Et vous avez un amas globulaire qui est quasiment vu en projection sur le plan de la galaxie, donc qui vous donne une grande quantité d'étoiles dans le champ. Donc c'est vraiment magnifique, j'adore les amas globulaires, ils ont cette symétrie parfaite. Et donc là, si on va zoomer le 1,4%, voilà, on est dans la périphérie. Vous voyez, il y a toujours beaucoup d'étoiles, mais vous voyez que même quand on pointe relativement bas sur le plan de la galaxie, Euclide a une telle résolution et une telle sensibilité qu'on arrive à discerner entre ces étoiles les galaxies qui sont en arrière-plan. Vous voyez partout. Donc l'idée du programme Davide Massani, qui était le PI de cette demande, c'était de contrôler, de voir si, avec la précision d'Euclide, sur la détection des sources très faibles, donc en l'occurrence des étoiles dans ce cas-là, si on peut voir une déformation de l'enveloppe externe de l'amas globulaire. Donc les amas globulaires gravitent autour des galaxies, vont à partir d'un moment donné forcément traverser le disque, donc sachant qu'une galaxie c'est surtout beaucoup de vide, mais ça va interagir avec l'environnement, le milieu interstellaire, etc. Mais notamment, si vous avez un noyau de matière noire associé à ces amas globulaires, ils vont être plus ou moins affectés par ces effets. Et donc l'idée, c'était de voir si, effectivement, on pouvait voir une déformation de la forme circulaire.
Et la réponse est non pour l'instant. Maintenant, on pousse un peu plus loin, on reste dans notre groupe de galaxies, le groupe local de galaxies, et donc il contient à peu près une centaine de galaxies. Nous, avec la galaxie d'Andromède, on est parmi les 2 plus grosses galaxies. Puis ensuite, vous avez tout le bestiaire qui descend en taille, et plus vous allez petit, plus vous en avez. D'accord ? Donc c'est la fameuse fonction de luminosité des amas de galaxies. Et donc là, en l'occurrence, c'est NGC 6122 qui est à 1,6 million d'années-lumière. Là, ce qui est remarquable, c'est que, de nouveau, on la regarde quasiment alignée, c'est une coïncidence, mais on la voit alignée avec le plan de la galaxie, donc c'est pour ça que vous avez toutes ces étoiles en avant-plan. Souvenez-vous, essayez de toujours décomposer l'ensemble en 3 dimensions, donc vous voyez cette galaxie lointaine, et on y voit, si on joue le petit jeu de 1%, voilà, ce qui est remarquable avec cette galaxie, à même 1,6 million d'années-lumière, Euclide est capable de résoudre, de séparer chaque étoile, sauf dans les zones où c'est extrêmement confus, c'est-à-dire que vous avez plusieurs étoiles sur la même ligne de visée, mais à cette distance, on est capable de voir les étoiles individuelles de cette galaxie d'un seul coup, qui a été capturée d'un seul coup. Ce que vous voyez maintenant, c'est qu'à l'image de ce que je vous ai montré sur la tête de cheval MGC 78, vous voyez des zones de formation d'étoiles, en haut et sur la gauche, là. Voilà. Et vous reconnaissez la couleur. Donc ça, ce pourpre-là, c'est unique en termes de couleur. Je vous ai parlé de la palette de couleurs d'Euclide. C'est parce que vous avez un mélange de poussières qui réfléchissent, comme je vous ai expliqué, la lumière, donc qui sont plutôt rouges. Et vous avez dans le canal bleu l'émission H-alpha. Et entre les deux, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas d'émission qui tombe dans le canal vert. Donc on fait bleu plus rouge, ça vous donne cette couleur. Donc dès que vous voyez cette couleur dans les images Euclide, ça veut dire zone de formation d'étoiles. Voilà. Et ça les donne d'une manière particulière. Ensuite, vous avez, comme vous voyez, des étoiles qui sont plutôt bleues, d'autres qui sont plutôt orange, rouge. Donc là, on voit directement la capture du rayonnement corps noir des galaxies, des étoiles, qui respectent parfaitement la physique. C'est-à-dire qu'une étoile chaude va être plutôt bleue. Alors on passe ensuite à IC 342, à 11 millions d'années-lumière. Alors IC 342 et donc se cache, elle s'appelle typiquement la galaxie cachée, et on la voit à travers littéralement le plan de notre galaxie, juste à un endroit entre 2 bras spiraux, donc on arrive pas mal à voir à grande distance. Et là vraiment, on voit, on peut peut-être percevoir ici, mais on voit elle a interagi avec d'autres éléments du groupe, je crois qu'elle est dans le groupe Maffei, et on voit des étoiles de cette même galaxie qui se distribuent sur l'ensemble du champ. Et on n'arrive pas à résoudre les plus faibles, les étoiles les plus faibles, mais on voit très très bien les étoiles les plus brillantes. Et donc le problème scientifique, là, était associé à la distribution du type stellaire, où se trace la formation stellaire. On a complété ces observations, bien sûr, avec des compléments radio ou ultraviolets, etc., qui font que vous composez une image de l'évolution de la galaxie. Donc ça, c'était le but de ce premier programme mené par Leslie Hunt. Et quand je regarde cette image, donc quand je l'ai produite, ça m'a pris un temps. Je dis, mais je pense qu'en termes d'image unique, de pointer un télescope à un endroit donné, c'est l'image la plus haute résolution jamais capturée d'une galaxie. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les pixels de Euclide font 0,14 arcs-secondes sur le ciel. Et on en a 660, et quand vous regardez la qualité d'image sur des pixels qui échantillonnent à 0,1, je ne sais pas si ça vous parle, mais essentiellement le message à retenir, c'est que chaque pixel d'Euclide compte. Souvent dans ce type d'instrument qu'on a au sol, comme vous avez une atmosphère qui trouble le signal, vous allez avoir de la redondance entre les pixels voisins, parce que votre signal a été flouté littéralement par l'atmosphère. Rien de tel dans l'espace, et comme on est dans un régime quasiment à la limite de l'échantillonnage critique du système, eh bien, chaque pixel compte. Et donc, c'est vraiment critique au niveau de tous les traitements qui ont lieu pour ces images ou pour la première science, et également pour la science de la mission principale, de ne absolument pas gâcher un seul pixel, parce qu'ils comptent tous. Voilà. Et donc voilà, maintenant on zoome sur cette image. Alors ça j'ai adoré parce que c'était remarquable, vous êtes capable de résoudre vraiment les étoiles les plus brillantes, et de nouveau on voit une galaxie, finalement c'est beaucoup de vide, et là vous voyez à travers ces fameuses galaxies de champ dont je vous parlais, qui sont bien plus distantes. Et donc j'adore cette image parce que ça me rappelle, j'ai fait de l'astrophoto avec du film, du film photographique, donc vous avez ce fameux grain, et donc là on a presque l'impression d'avoir une photo avec du grain, sauf que c'est une galaxie résolue.
Voilà, donc on passe un peu plus loin, maintenant c'est NGC 6744, 31 millions d'années-lumière. Donc là, l'objet commence à être petit, parce que souvenez-vous, notre champ de vision est très grand, donc c'est pas forcément facile de trouver des objets qui remplissent l'ensemble du champ de vue. Et donc là, l'idée, c'était d'établir l'interaction entre la galaxie et ses voisines. Et clairement, il y a quelques-unes autour. Et donc, il y avait des naines. Et là, par exemple, là, j'ai zoomé sur le centre. Et de nouveau, vous voyez ces galaxies de champ en arrière-plan. Et que même, ça veut dire que même quand vous êtes dans les zones quasiment les plus denses du disque de votre galaxie, eh ben, c'est toujours peu dense, en fait. Vous voyez toujours à travers. Voilà, donc souvenez-vous, 1,4%, 70 écrans 4K, juste pour cette image, qui est juste un pointé Euclide. Ensuite, on a poussé un peu plus loin, on est allé sur l'amas de la Dorade. Donc là, l'idée, c'était de nouveau, on a étudié des aspects fondamentaux, assez fondamentaux sur les populations stellaires des galaxies. Maintenant, on est dans un cadre plus global, dans un groupe, donc là, qui contient près une dizaine de galaxies. Et de voir en termes de science, là, il s'agissait de regarder la dynamique. Donc vous voyez que c'est la grosse galaxie sur la droite, clairement, n'est pas parfaitement circulaire, c'est parce que tout ça, ça interagit. Donc vous avez des effets de marée gravitationnelle qui s'étendent sur des milliards d'années. Mais quand vous observez ces structures, vous pouvez les simuler en retour, qui vous donnent des idées sur la manière dont les galaxies ont évolué dans le temps, ce qui, par là même, également s'ancre dans des modèles cosmologiques sur l'évolution. Donc il y a beaucoup d'informations, vous pouvez faire le lien sur l'ensemble. Et là, en l'occurrence, les collègues étaient très intéressés. Donc c'était Ariane Lançon de Strasbourg qui était la PI pour ce programme. Ils étaient très intéressés par les galaxies naines. Donc là, vous avez une galaxie spirale vue par la tranche, et au-dessus, une petite galaxie naine. Et comme me le mentionnait Ariane, elle a ce très joli petit collier qui le traverse. Je ne sais pas si vous le voyez, une espèce de, comme si un bras avait été un peu plié. Voilà, et là on passe sur l'amas de Persée. Donc là on est à 240 millions d'années-lumière. Donc de nouveau toujours, ça c'est un pointé Euclide, composé tel que je vous l'ai expliqué. Ce programme, donc j'avais le grand privilège d'être le scientifique principal. Donc j'ai mené l'équipe qui a mené la science sur cet amas. Donc j'avais dit à l'ESA, je dis, si vous me donnez le temps pour cet amas, je vous promets, je vous ferai une image qui sera une référence en termes de galaxies. Effectivement, depuis, c'est un plaisir de voir dans les conférences, etc., l'image utilisée juste comme illustration, même pas par des gens qui sont de la collaboration scientifique Euclide, d'autres. Et donc là, ce qu'on voit, c'est on a bénéficié de 4 visites. C'est pas juste en gros, les visites qu'on appelle une visite de Euclide, on passe 1 heure à faire l'ensemble des observations dont je vous ai parlé, avec les décalages. Donc ça sera le temps canonique, typiquement passé sur chaque zone du ciel, 23 000 sur les 6 ans. Et là, dans l'occurrence, pour l'amas de galaxies de Persée, j'avais demandé un peu plus de temps, parce qu'il fallait qu'on aille chercher des objets dont je vous parlerai dans une seconde. Et donc là, on a intégré 4 fois. Et donc on sent presque à l'œil que vous avez des observations qui sont bien plus profondes. Et donc là, ce qui nous intéressait, en l'occurrence, c'était aller compléter le portrait de famille de cet amas proche. Il y a à peu près 130 galaxies brillantes, et il y avait à peu près 600 galaxies naines recensées. Donc souvenez-vous, plus vous allez dans le régime faible de galaxies, plus vous êtes censé en trouver. Donc ça, il y a tous des scénarios cosmologiques qui indiquent qu'on devrait trouver un certain nombre de naines. Donc ça, l'idée, c'était d'aller voir, effectivement, si on allait trouver. Alors on a doublé le nombre, juste en quelques heures d'Euclide, on a doublé le nombre de galaxies connues dans l'amas de Persée. Mais néanmoins, on voit comme un plateau. Et voilà, donc ça, c'était un résultat notable qui va durer le temps de la mission, parce qu'il n'y aura pas d'autres amas comme celui-là qui sera observé dans les 6 ans à venir. Et enfin, on va un peu plus loin. Donc là, on est à 1 milliard d'années-lumière. Donc là, c'est l'amas de galaxies. C'était pour toutes des études en termes d'optique gravitationnelle. Alors, il y a eu une petite erreur de pointage. Ça arrive dans les premiers mois. Il y a un petit couac au niveau de où on devait pointer le télescope. Parce qu'il se trouve qu'il s'est retrouvé un peu décalé. Mais de fait, on a attrapé cette très belle étoile. Et cette étoile, vous pourriez, je crois, elle est juste limite sur un beau ciel noir. Vous pourrez la voir à l'œil nu. Donc ça vous indique également une capacité optique du télescope à voir des contrastes vraiment très très faibles. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Je ne suis pas là pour vraiment donner les aspects techniques du télescope, mais c'est vraiment un aspect nouveau, ce qui donne également une nature aux images que je vous ai montrées. C'est cette capacité d'Euclide à éliminer tout ce qui est lumière diffuse. Et c'est ça qui vous donne une pureté du signal.
une qualité des sources en termes de lumière diffuse, parce que là, vous ne la polluez pas, et également au niveau de la résolution. Donc tout ça, ça fait que Euclide est vraiment de loin le meilleur télescope que j'ai utilisé. J'adore le CFH, mais Euclide est impressionnant. Et voilà, et donc là il y avait trois intégrations, donc pas autant que sur Persée, et on voit qu'à ce niveau de profondeur, l'ensemble des galaxies au centre de cet amas sont en interaction. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des modèles d'évolution Cosmos. On sait qu'on attend à ce que toutes les galaxies, à un moment donné, dans un amas qui a plusieurs milliards d'années d'âge, auront interagi plus ou moins. Et là, vous le voyez à l'œil. Vous voyez des résidus, vous voyez des coquilles, des choses comme ça. Et j'arrive pas à trouver une galaxie qui semble inerte, c'est-à-dire qui a été complètement épargnée par la dynamique complète. Donc tout ça, c'est passionnant. Je suis sûr qu'il y a des études très intéressantes qu'on va mener avec Euclide. J'accélère un peu. Donc là, ici, il y avait Abell 2390. Donc là, vous aviez l'idée, c'était, on va encore plus loin. Et là, vous avez un amas de galaxies qui a 3 milliards d'années-lumière. Et il faut zoomer dessus, comme pour le voir. Et donc là, il y avait des amas, des arcs gravitationnels. Et l'idée de sélection de ce programme, c'était, comme Euclide va faire de la mesure de l'optique gravitationnelle, mais dans un régime différent, que ce serait quand même sympa de prendre des données qui illustrent un peu cet aspect. Donc c'est ainsi qu'on a pris cette... Donc là, Akimatech était de l'IAP à Paris, on est le PI, et donc ils ont mené diverses études et qui ont confirmé effectivement, parce que cet amas il est très connu, que Euclide est capable de parfaitement reconstituer le signal qui était bien connu de cet amas. Et puis il y a également le fait qu'on a pu voir dans de tels champs des objets très rares. Jusqu'à présent, avec des champs très réduits, vous avez peu de chances de voir des objets rares, parce que c'est de la statistique, mais dès que vous avez un télescope comme Euclide, qui est un vrai panier à lumière, ou un filet à lumière, comme vous voulez, vous allez augmenter vos chances de voir les objets rares. Et effectivement, là, sur ce champ-là, et le précédent, je crois qu'il y a une trentaine d'objets qui sont à redshift entre 6 et 8, si ça vous parle, et ça, c'est extrêmement... juste pour 2 pointés. Donc vous imaginez de nouveau avec 23 000 la quantité. Donc c'est pour ça que je disais qu'on est rentré dans une phase non seulement de cosmologie de précision, mais d'astrophysique de précision, où on va vraiment avoir des échantillons extrêmement riches. Voilà. Et donc pour conclure sur les dernières minutes de ce talk, je vais vous présenter le travail que j'ai mené pour l'ESA, qui a été partagé avec le monde il y a quelques semaines. Et donc, après le succès en novembre 2023, l'ESA était vraiment ravi du succès. Pareil, en mai, on a eu un très bon impact, avec en plus l'élément de premiers résultats scientifiques. Et donc, on se dit, on en veut plus. Et le problème, c'est que quand vous avez fait des belles images une fois, 2 fois, vous allez un peu gommer l'intérêt du public si vous refaites la même chose. Donc, moi, ce que je leur ai suggéré, c'est, écoutez, moi, pendant 10 ans, j'ai œuvré avec un groupe à planifier la planification du télescope. Et je sais qu'on va regarder dans des zones qui pourraient être intéressantes. Donc là, voilà, ça c'est un découpage sur les 3 grandes périodes qui seront importantes au niveau de la science fondamentale d'Euclide. Donc vous avez ce qu'on appelle les data release principaux. Donc il y en a un an, puis après on en fera un après 3 ans d'observation, puis enfin le dernier après 6 ans d'observation. Donc vous voyez que la zone bleue qui s'étend. Moi, ce qui m'intéressait, il y a une petite zone là qu'on a observée très tôt dans le relevé, qu'on a commencé en février dernier. Et je sais qu'elle était proche de la galaxie. Et quand on est proche de la galaxie, on va attraper des étoiles, mais également du milieu interstellaire. Donc ici, j'ai repris les images de Gaïa et de Planck, et je les ai colorisées de telle façon que ça fasse le pont avec l'image Euclide que j'ai produite. Mais là, vous avez le ciel complet, vous reconnaissez la galaxie. Et là, le petit patch en orange en bas à droite, c'est 2 semaines d'observation de Euclide. Donc le pointé dont je vous ai parlé avec tous les aspects de résolution, quand c'est un pointé Euclide, cette fois-ci, là, j'en ai 260. Et donc, comme Euclide, comme il faut préserver les carburants à bord pour les déplacements, quand vous faites une couverture de ciel, vous minimisez les besoins pour repointer le télescope entre les différents pointages. Donc, ce qui fait que, logiquement, quand vous commencez une période d'observation par exemple de 2 semaines, vous ne ferez que ça. Donc voilà, ça, littéralement, vous voyez la vie d'Euclide. Entre le 25 mars et le 8 avril, il a observé cette zone du ciel. Et donc voilà, là, ça vous donne l'idée. Donc j'ai dû gérer d'un coup 800 gigapixels. Donc c'est les 4 visites, etc. Donc ensuite, vous allez les combiner, etc. Et là, quand je regardais juste le premier traitement
de chaque image. Donc chaque petit carré coloré que vous voyez, chacun fait 660 mégapixels, hein, donc c'est 1.2 gigas chacun. Et quand je regardais, je voyais une diversité visuelle, ça veut dire que, bonne nouvelle, grâce à la qualité optique du télescope, on capture des nébuleuses diffuses, qui sont ces fameux cirrus galactiques dont je vous parlais. Donc j'ai combiné l'ensemble, et là, par exemple, là, c'était une nouvelle étape dans mes traitements, où on est capable de gommer complètement la signature de la mosaïque. C'est-à-dire que là, vous avez à peu près 2,5 pointés Euclide. Alors, pour l'œil aguerri, vous pouvez dire « Ah oui, là, je vois une petite rayure, etc. » Mais globalement, vous voyez que j'ai réussi à gommer complètement. On est capable de vraiment commencer à construire des vraies mosaïques du ciel complet, où on fait abstraction complète de la signature de l'instrument. Alors, toujours avec mon collègue Emmanuel Bertin, qui avec toute son expertise par apprentissage, on voyait que sur l'image initiale, si vous regardez les images du release novembre ou mai, c'est-à-dire qu'on avait des artefacts liés aux optiques, et il y en a quelques autres, mais en particulier celui-là, il est facile à voir. Vous avez des réflexions liées à une pièce optique qui est dans Euclide, qui sépare les deux faisceaux entre optique et infrarouge. Et là, c'est inévitable, vous avez ce qu'on appelle un dichroïque, qui va créer un ghost. Donc dès que vous avez une étoile brillante, vous vous retrouvez avec un petit ghost bleu que vous voyez là sur l'image de gauche. Donc là, il a entraîné un système à partir d'une série de données. Et donc ensuite, magie, on fait tourner ça prend 1 minute par image, et bouf, tout est nettoyé, tout en préservant le contenu scientifique. Il n'y a pas d'altération. Vraiment, le système sait exactement quoi faire. Et donc ça a énormément aidé à rendre plus belles les images. Il a fait d'autres coups de baguette magique de ce type, et ce qui est important pour les images. Voilà, donc là, je vous montre la toute première, c'était pas finalisé, mais j'ai dit, ah, ok, ça va marcher. C'est-à-dire que là, c'était la première mosaïque que j'ai composée à partir des différents pointés, où je sentais que je pouvais recomposer cette fois-ci des structures qui sont largement en taille, largement au-delà du champ de vision de Euclide. Et voilà, vous voyez, en rouge, donc c'est les fausses couleurs, de toute évidence. En rouge foncé, vous avez des grandes nébuleuses. Donc ça, ce sont les cirrus galactiques, c'est le milieu interstellaire dont je vous parlais, qui est dans notre galaxie, qui avait notamment été vu par Planck. Donc tout de suite, j'ai pris la carte de Planck, j'ai comparé, et effectivement, il y a une correspondance parfaite qu'on attendait. Donc Euclide est capable vraiment bien de capturer du signal à toutes les échelles, d'une étoile singulière, sur quelques pixels, à une petite galaxie lointaine, jusqu'à des structures extrêmement étendues, comme ces cirrus galactiques. Voilà, et donc là, voici la mosaïque finale. On va se balader dans les différentes cadres. Je vous rappelle en haut à gauche la zone où elle se trouve dans le ciel. Une fois que vous avez combiné les différents canaux en une image RGB et que vous comptez le nombre de pixels qui ont contribué à l'image, ça fait une image de 208 gigapixels. Et là, je souligne le fait que, comme c'est 15 jours de temps d'observation, ça correspond à peu près on a couvert à peu près 500 fois la taille de la pleine lune. Donc je vous refais écho en haut à droite sur la taille de la pleine lune par rapport à un des pointés. De nouveau, ces pointés qui étaient uniques pour toutes les images que j'avais montrées avant. Cette fois-ci, on en a 260. Et ça représente uniquement 1% de ce que Euclide va réaliser sur son grand atlas du ciel sur les 6 ans à venir. 1%. D'accord ? Et donc là, l'idée que j'ai présentée à l'ESA, et qui a été accueillie avec plaisir, et donc ils ont présenté ça à Milan, à un grand salon de l'aérospatiale, c'était d'illustrer la capacité remarquable de résolution du télescope. Et donc là, ce qu'on a préparé, c'est des zones où on zoome de plus en plus. Donc c'est un zoom en rapport de surface, donc c'est un zoom linéaire, hein. Donc x3, x12, x36, x150 ou x600, qui vous amène à la galaxie finale. Donc on va les regarder. Donc toutes ces images sont à présent disponibles sur le site de l'ESA. Si vous avez vos écrans, vos grands écrans, récupérez ces images, parce que ça sera certainement... Oh, c'est quand même impressionnant vu d'ici. Ok, pas mal. Et donc voici la mosaïque telle qu'elle est. Donc ce que vous voyez là, c'est les cirrus galactiques, qui eux ont une taille de grain. Je vous parlais de la taille des grains dans les nuages moléculaires, qui sont un peu plus grands, de l'ordre peut-être de 2 microns, quelque chose comme ça. Là, ils sont beaucoup plus fins. Ils ont évolué de manière différente. Et donc, ils ont un pic de réflectivité différente. Donc là, ce qu'on voit, c'est que si on les voit, ils sont en bleu, ça veut dire que c'est les canaux visibles qui les capturent. Le canal visible, c'est autour de 600 nanomètres. Et ensuite, l'albédo, c'est-à-dire que le taux de réflectivité de ces poussières tombe très vite.
et ce qui vous indique que la taille des grains que vous voyez dans ces nuages doit être autour de 1 micron, à peu près. Et donc voilà, ils disparaissent, on ne les voit pas dans l'infrarouge, c'est pour ça qu'ils sont très bleus. Par contre, vous voyez une gamme de couleurs d'étoiles en arrière-plan qui est remarquable, parce qu'on est relativement proche du plan de la galaxie. Voilà, maintenant on est zoom 3, donc là vous voyez, vous pouvez appréhender de nouveau les cirrus sont présents. On va commencer à zoomer dans une des cavités entre les nuages. Alors pour la question, pourquoi il y a des trous noirs? Parce que Euclide, je vous ai parlé du problème de mémoire, de rémanence de ces détecteurs infrarouges. On doit éviter d'observer des étoiles qui sont au-dessus d'une magnitude 4. Et ça, on a fait les mesures techniques, qui fait que si on observe une étoile de ce type, on va s'en souvenir pendant bien trop longtemps et ça va altérer la science. Donc dès que dans notre planification du grand relevé, du grand atlas, on saute, en fait, dès qu'il y a une étoile qui est trop brillante, on décale légèrement pour éviter de la faire entrer dans le champ de vue. Donc c'est pour ça que vous avez ces cavités. Voilà, maintenant on commence à zoomer, et là, on commence à voir un peu plus de structure de l'univers un peu lointain. Là, on oublie maintenant les cirrus, ils sont trop diffus, et littéralement sur notre nez, on ne les voit plus à cette échelle. Et donc là, vous avez des galaxies, et vous commencez à avoir une structure sur la droite qui clairement indique la présence d'un amas de galaxies. Donc on va zoomer là-dessus. Donc chacune des images, là, elle sera disponible en 4K. Je ne vous montre pas la pleine résolution parce qu'on va y arriver. Ça, c'est on est dans l'image à peu près la moitié du champ de vue d'Euclide à présent. Donc ça veut dire qu'on a déjà beaucoup zoomé par rapport à l'image initiale. Et là, vous voyez clairement un amas de galaxies qui est sur un chêne, probablement le long d'un filament cosmique. Et puis, en fait, il s'avérait quand on écrivait le press release que les galaxies spirales que vous voyez en bas à gauche, sont en fait légèrement en avant-plan. C'est un groupe qui n'a rien à voir avec l'amas de galaxies. Et ça prend l'œil averti de certains astrophysiciens qui m'ont dit hop, hop, attention, ça, ces galaxies, elles ne font pas partie de l'amas. Donc, vous avez de nouveau un effet de projection très intéressant sur l'ensemble. En haut à droite, vous voyez une galaxie de nouveau en interaction. Et ça fait écho à l'image dont je vous parlais tout à l'heure, qui est particulière. Voilà, on zoome encore. Cette image était un pixel d'Euclide égale un pixel écran. Donc c'est le fameux 1.4 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc souvenez-vous de ça, cette image. On va revenir en arrière parce que je vous ai insisté là-dessus. Si vous revenez en arrière, vous voyez à peine l'endroit où se trouve cet amas de galaxies. On le voit sur la droite, là. Ensuite, vous zoomez. Là, il est toujours sur la droite. Et là, il est au centre. Et là, les galaxies sont en bas. Et là, vous y êtes. Ça, c'est le 1.4% de Euclide qui, cette fois-ci, représente une fraction vraiment infime. Et donc là, on zoome encore un peu plus. Là, on est à un facteur 600 de zoom par rapport à l'image initiale. Et là, vous voyez qu'on est, en termes de surface, 1/300 millième de la mosaïque initiale, qui, elle, souvenez-vous, n'est que 1% de ce qu'on va faire au final. Et pourtant, vous voyez dans cette image, il y a encore beaucoup d'informations physiques en termes de contraste des couleurs, etc., la résolution. Et ça vous donne un aperçu de la quantité d'informations que Euclide va révéler au fil de ces années d'opération. Voilà, donc je conclus sur cette slide et je veux vous annoncer, ne partez pas de cette salle trop vite parce que j'ai indiqué à l'ESA que j'avais le grand privilège de présenter ces premières images, ces premiers résultats ce matin devant vous. Et donc, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait offrir à l'audience des posters de ces 10 images? Et donc, on en a mis 2 sets. C'est les mêmes, hein, ceux qui sont à droite et à gauche. Ils sont d'une taille à peu près de ce type, 40 par 40 cm. J'essaie de compter, j'ai du mal à voir combien vous êtes dans la salle. Commencez par un, hein, prenez-en un qui vous plaît bien. Donc, vous avez vu les images, vous saurez assez vite les reconnaître par rapport à... Et si c'est trop grand, il y a également les cartes postales qui sont ensemble. Donc prenez un poster et une carte postale. Et pour les plus assidus, peut-être restez, vous en aurez plus. Voilà, en tout cas, merci pour votre attention.